inventé ce personnage-là inconnu, extrêmement comme ça, comme une espèce de marionnette qui gigotait, très efféminée, et donc c'était évident qu'il fallait inventer quelque chose pour le donner à voir, et donc une femme, ça m'a semblé nécessaire. Que tu l'aies fait et que tu dises que ça a été une expérience libératrice, c'est génial, parce que c'est vraiment ce qu'on a cherché. Todd, comment les choses se sont passées avec Bob Dylan? Vous aviez eu une expérience compliquée avec David Bowie, qui avait refusé ses chansons pour Velvet Goldmine, et ça avait été finalement très positif pour le film, puisque vous avez produit un album formidable pour le film. Ça s'est passé très différemment avec Dylan. Pouvez-vous nous en dire quelques mots? Absolutely. It was a concept that I first brought to Christine, this multi-character approach to telling Dylan's story. And in this case, I knew there was no possible way to do this film without the actual music. However we would produce it or interpret it. And so I said, that seems like a pretty tall order, that Dylan seemed about as formidable a subject to ask for rights from than of anyone I could imagine. And Christine said, you know, as she often is, extremely pragmatic. And just was like, let's give it a shot. Let's take the first steps and see what happens. So she suggested we talk to Jesse, his oldest son, who was a filmmaker, indie filmmaker, and works in commercials and other kinds of filmmaking. And Jeff Rosen, Dylan's manager. So we got them on the phone and I described the concept. And Jeff, actually, they didn't like hang up or freak out, or, you know, they were like, this actually reminds me of something Allen Ginsberg once said about Dylan being a sort of series of American archetypes, all sort of coexisting in one artist's work body. And Jeff said, okay, I suggest you just write down your idea. You know, don't use the word voice of a generation, genius, blah, 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 blah. You know, send it to me. We'll send Dylan, who loves cinema, who watches a lot of different kinds of movies, on his never-ending tour where he's always on the tour bus. We'll send him the material and see what he says. So we'll send some of your films with it. And so we did, and I think it was like something like within a month that we heard back from Jeff Rosen, and he said, yeah, I talked to Bob, and he said, yeah, let's give the guy the rights to all the music and life rights. Which was, I still really, truly, to this day, can't quite believe that happened. But what was even more remarkable is that Dylan just sort of stepped away from the process and let Jeff negotiate the day-to-day aspects of it. Obviously, there's a lot of derogatory aspects of the various Dylans depicted in this film quite freely. There was never any interference with how he might be represented, or a sense of wanting to control that. There was really this sense of an artist somehow giving another artist, if I dare describe myself that way, that kind of space, you know, and trust. And I never tried to talk to him during the making of it. You guys never met? No. And I've still never met him. No. You better go, Kate. You better go to a concert and meet him before. Yes. Oui, en fait, dès que j'ai eu cette idée d'avoir un film sur Dylan avec plusieurs personnages pour l'incarner, comme toujours, je me suis adressée à ma productrice, Christine Vachon, en lui disant que bon, cette fois-là, il n'était pas possible de se passer de la musique de l'artiste en question, que quelle que soit notre manière d'interpréter ou de produire sa musique, il nous fallait les musiques elles-mêmes, et donc je n'osais même pas envisager l'idée d'aller frapper à la porte de Dylan pour lui poser la question, et je me demandais par quel bout le prendre, et Christine, comme toujours, a été super pragmatique. Elle a dit, écoute, on ne sait jamais, on tente le coup et on verra bien.
Et en l'occurrence, tenter le coup, ça a été à travers deux personnes. D'une part, son fils aîné, Jesse, qui fait des films lui-même, et puis son agent, Jeff, et son manager. Et donc, on leur a passé un coup de fil en leur présentant le projet. Et aussitôt que j'ai vu ça, Jeff ne m'a pas raccroché au nez. Il s'est pas mis à me hurler dessus. Il m'a dit « Ah oui, ça me fait penser à quelque chose que Ginsberg avait dit à propos de Dylan, que c'était réuni en un seul homme tous les archétypes de la société américaine. » Donc c'était déjà plutôt bon signe. Et donc il m'a dit « Ce que tu fais, c'est que tu rédiges un petit topo présentant ton projet de façon extrêmement transparente. Ne dis pas que c'est la voix d'une génération, ne dis pas que c'est une star, présente juste le projet tel qu'il est. C'est ce que nous avons fait, nous l'avons écrit, et nous y avons joint quelques films, et nous avons envoyé le projet à Dylan, et je crois qu'un mois après, il était lui en tournée dans son bus, et un mois après, Jeff m'a appelé en me disant c'est bon, j'ai discuté avec Bob et il est d'accord pour te donner les droits de toutes ces chansons à vie. À ce jour, j'ai encore du mal à y croire. Je ne sais pas comment ça a été possible, mais je dois me rendre à l'évidence que c'est sa façon d'être, c'est-à-dire que ça a été vraiment un artiste qui, si je peux me permettre, donne à un autre artiste totale liberté, lui donne son espace, sa confiance pour recréer. Et quand on pense aux détails de ce qui a été fait, de la liberté qui a été prise dans l'interprétation du personnage ou des épisodes de la vie de Dylan, il aurait pu y montrer une certaine sensibilité, mais en fait pas du tout. Il s'est complètement écarté de la question et il a laissé Jeff régler les détails de ce travail, et lui a pris une distance totale. D'ailleurs, je dois dire qu'à ce jour, je ne l'ai toujours pas rencontré, Kate non plus, on ne l'a toujours pas vu, donc il faut peut-être qu'on aille le voir à un concert, donc ça trop tard. J'ai deux dernières questions. La première pour vous, Todd. Vous avez, avec votre équipe et notamment avec Ed Lachman, votre directeur de la photographie, beaucoup travaillé à imaginer et créer des styles différents pour chaque segment de la vie de Dylan qui sont représentés dans le film. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de ça? Absolutely. The ways I wanted to sort of distinguish the characters and sections of the film was a sort of an invitation, a demand to look at cinema from the 1960s and to assign different kinds of root references to each one. So the Woody story, that was more of a kind of American picaresque, although Facing the Crowd was a film Bob Dylan loved, and it sort of mimicked in the film within the film that Heath Ledger plays Christian Bale in the movie Grain of Sand or something like that. The Charlotte and Heath story was definitely inspired by Godard and films that were sort of classic mid-60s, Godard, Masculine and Feminine being the central one, 2 or 3 Things I Know About Her. And I wanted a very different kind of visual language to distinguish from the others. And I also felt like there were always very interesting and at times troubling ways women are depicted in some of those films, or at least ways that make you question his feelings about women. And so I wanted that to be a sort of dilemma, I guess, as you watch that film. But I sort of forgot how much you are really anchored in Charlotte's point of view through that story. The Jude section of Kate's was, a lot of people will refer to it in reference to Don't Look Back, the Penn Baker documentary, but it wasn't Don't Look Back, which is an exquisite film, classic verite filmmaking. It was like 8.5. It was much more of a surrealist, ironic, humorous sort of play on the artist being confronted by their work and the expectations from fans, and that sort of urban alienation that occurs so beautifully in that film, and which felt much more relevant to
blonde on blonde era of Dylan's lyrics and sort of urban sort of melodrama. And then the Jack Rollins and Pastor John stuff is documentary inspired, like sort of somewhat cheesy documentary reportage that Christian and Julianne made feel so utterly hysterically real. But the Billy section was this real opportunity to kind of get into the hippie westerns of the late 60s and lean into the Greil Marcus ideas that come out of his book, The Old Weird, I think it's been retitled, The Old Weird America. And it's a sort of way that he uses the Basement Tapes as a literal location that he populates with this idea of a town. I don't think he called it Riddle in his book, but where the characters and the fragmentary nature of these images from traditional music and traditional American history find this sort of strange, grotesque kind of inhabitants. So that was where that came out of. Donc en fait, il y a d'abord la dimension de Billy, c'est un peu cette tradition d'ailleurs à laquelle s'intéressait Dylan de cinéma picaresque américain, avec aussi le film dans lequel joue Hit, le film dans lequel il joue, le grain de sable, qui fait référence à ce genre de cinéma. Et après, pour ce qui est de la relation entre Charlotte et Heath, c'est vraiment une référence directe au cinéma de Godard, avec quelque chose que j'avais un peu perdu de vue et que j'ai revu aujourd'hui, qui est à quel point nous sommes vraiment ancrés du côté du personnage féminin de Charlotte, parce que même si c'est une référence assez directe à masculin-féminin ou à deux ou trois choses que je sais d'elle, j'avais toujours eu une relation un peu problématique avec la façon dont Godard représente ces personnages féminins. On se demande toujours quel lien il a lui avec ces femmes-là, comment il les voit, comment il les donne à voir dans ses films. Et donc ici, c'est vraiment de sa perspective que l'on entre dans cette dynamique de couple godardien. Et après, il y avait le segment de Jude. On a beaucoup parlé de Don't Look Back, qui est un documentaire merveilleux, mais ce n'était vraiment pas du tout l'idée. Pour nous, on était beaucoup plus dans 8,5, on était dans quelque chose de ce burlesque, de cet environnement très urbain, très ironique, et de la confrontation de l'artiste avec la perception de son art et les attentes des admirateurs vis-à-vis de son art. Donc on était beaucoup plus chez Fellini que dans le documentaire. Et pour ce qui est de la partie vraiment documentaire, qui est documentaire de bas étage un peu, auquel Julian et Christian ont contribué de façon merveilleuse. C'était censé être là aussi une espèce de mise en abîme de faux documentaires, de mockumentaires sur la personnalité de Bob. Et pour ce qui est de la partie de Billy, c'était vraiment revenir un peu sur ce genre très ancré dans le paysage américain, dans lequel le lieu, alors ça s'appelle peut-être pas Riddle dans le livre d'origine, mais le lieu devient partie prenante des enjeux qui se jouent sur ce territoire et entre les personnes. Et donc là aussi, c'est vraiment ce qui bouclait la boucle des genres cinématographiques qu'il s'agissait d'aborder à travers les facettes de Bob Dylan. Kate, une toute dernière question. Quelle a été votre réaction en découvrant le film et toutes ces incarnations de Dylan? Et avez-vous reconnu Dylan en vous? It was a feast. You know, it was just watching it then. There was so much that I had forgotten that I thought, God, I had that
strange ghosting moment. Was I actually there? Was that someone else? It felt like a fever dream, but it was revelatory watching it all come together. It's because you realise that you're only playing, which we all knew, we were playing one dimension of the same creative force. So to see that all come together, there's not a frame, there's not a moment, there's not a character, there's not a piece of doubling that you couldn't cut, because it makes rhythmic sense. And a lot of the things that I had guessed at, it was really great to see that being embodied by other characters, I think. And also, you know, I found it very moving to see Heath up there. You know, what an incredible actor he was, and what a loss. Ça a été une jubilation totale, cette découverte, et cette redécouverte en l'occurrence aujourd'hui, de voir à quel point il y a quelque chose de très complet, de très fin, de très juste, des morceaux qui viennent s'assembler. Évidemment, au moment de le tourner, on le savait tous que l'on ne composait qu'une facette de ce bijou-là, mais après de voir toutes les facettes et de se rendre compte à quel point on est complémentaires dans la représentation de cette force créatrice-là, et que dans cet ensemble-là, façonné de façon si magistrale, il n'y a pas un plan, pas un personnage, pas une réplique que l'on peut retirer, parce que il y a une musicalité, un rythme qui compose l'ensemble de cette œuvre-là. C'est extrêmement agréable, c'est une vraie révélation que de le revoir, et évidemment aujourd'hui voir Heath, voir cet acteur génial qui faisait partie de cette construction-là entre nous, et de voir la perte que c'est aujourd'hui, c'est aussi très émouvant. Merci énormément, Kate.